La ministre de l'Enseignement supérieur a engagé une réforme visant la biométrisation des données de tous les étudiants en République de Guinée. Et comment réagissez-vous à cette initiative annoncée? Très positivement. Mais d'ores et déjà, je vais vous dire une chose. Ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je me fais une obligation de réserve, de porter un jugement sur des initiatives prises par les ministres qui m'ont immédiatement succédé, même si elle est venue après M. Yero. Je me réserve de porter un jugement dans ce sens parce que j'apprécie ce qui est en train de se faire. Les difficultés qu'il y a, je les présuppose et je me dis qu'elle est en train de faire avancer les choses. Mais je ne vais pas rentrer dans une évaluation critique, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est ainsi, ça c'est pas ainsi. Ce que je peux dire, c'est que la trajectoire est bonne. Moi, quand je suis venu, l'un de mes premiers axes, c'était effectivement de renforcer l'outil TIC dans le management et dans le système de formation, d'enseignement et tous les aspects de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et même de l'ensemble du système éducatif. Parce que je suis convaincu que c'est de cette façon-là que nous pourrons progresser. Donc la biométrisation est une dimension qui a d'énormes avantages à tout point de vue, ne serait-ce que pour le suivi, la traçabilité du parcours des étudiants et une meilleure maîtrise de l'environnement, des effectifs, des projections, des évolutions, des orientations, des filières. Tout cela passe par une identification réelle des étudiants. Si on ne le fait pas, on ne fait que des projections dans le vague. La biométrisation a cet avantage de pouvoir intervenir sur des données précises, sur des données fiables, peu modifiables, et donc qui donnent à l'ensemble du système et aux décideurs des outils, et aux étudiants eux-mêmes, des outils de projection sur l'avenir dont nous avons besoin. Donc je l'apprécie très positivement. Mais en général, je peux porter des jugements sur le système, sur des visions, sur des stratégies, sur des projets, mais je ne porte pas de jugement sur les personnes. Il y a aussi le fait que le gouvernement a annoncé l'augmentation des bourses des étudiants guinéens, mais ceux qui échoueront dans 5 matières en seront privés. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie des mesures que l'on doit parvenir à mettre en place pour redresser le système et obtenir plus de qualité. Et ça veut dire qu'on récompense la performance, on récompense l'effort. Et je ne regarde pas du côté de ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué, ça signifie que objectivement, ils ne sont pas performants. Je ne vois pas pourquoi il faut les récompenser. Mais ça incite plutôt l'ensemble des étudiants à faire en sorte qu'ils n'échouent pas. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'aucun étudiant n'échoue. Qu'aucun étudiant n'échoue et que donc, tous les étudiants accèdent à cette bourse qui récompense la réussite. Ce serait en même temps la réussite et de l'étudiant, la réussite du système éducatif, des centres des institutions de formation, la réussite de la société guinéenne.
C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ceux qui échouent, ça signifie qu'il faut qu'ils se disent à la prochaine fois, je ne vais pas échouer. Le ministère parle de tests pour l'obtention de cette bourse-là. Quel est votre... Ce système-là, ça évolue. C'est pas seulement en Guinée, ça évolue. Chaque pays, chaque État, chaque dispositif institutionnel est à la recherche de ce qui va amener le plus de performance, le plus de qualité, le plus d'objectivité dans l'évolution des étudiants. Ce qu'on vit, ce n'est pas de faire échouer, ce n'est pas de retirer des ressources à des jeunes qui en ont besoin, c'est de les amener à être encore plus performants. Alors, nous, quand on était au lycée, il y avait deux parties du bac. Il y avait la première partie et il y avait la deuxième partie. Et après, il y avait le concours. Et il te fallait réussir donc, les deux parties. Et à chaque partie, il y avait l'oral et l'écrit. Donc, vous voyez, tout cela, c'est pour amener les étudiants à aller, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand nous étions en faculté de sciences sociales, c'était la faculté qui, disons, qui était privilégiée pour la formation des enseignants à l'époque. Quand vous sortiez de la faculté de sciences sociales et de la faculté de sciences de Gamal, prioritairement vous étiez destiné à l'enseignement. Mais pour passer d'une classe à une autre en faculté de sciences et en faculté de sciences sociales, il vous fallait avoir la moyenne dans chaque matière. Ce n'était pas la moyenne générale, c'est dans chaque matière, vous deviez avoir la moyenne. Si vous n'aviez pas la moyenne dans 2 ou 3 matières, on les réservait, vous passiez en classe supérieure, mais l'année suivante, vous refaites encore la matière dans laquelle vous n'avez pas eu la moyenne pour pouvoir continuer vos études. Donc vous ne pouviez pas arriver à la fin de vos études avec un crédit. Dans beaucoup d'universités, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je vous dis, c'est la philosophie qu'il faut voir. C'est pour amener la volonté, amener au niveau des étudiants, au niveau des parents, au niveau du système, cet objectif de réussite, de performance, d'excellence, d'être les meilleurs. Et évidemment, si à cause de différentes dérives qui sont accumulées au fil du temps, il y a des échecs massifs, il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est des échecs, c'est de dire bon, maintenant, comment je vais faire pour qu'il y ait encore plus de réussite, encore plus d'excellence, et qu'un étudiant qui a terminé son cursus universitaire, qui a la licence, le master, le doctorat pour prendre les diplômes d'aujourd'hui, qu'on soit fier de dire « Ah, il a fait des études excellentes, vous voyez ce qu'il est. » Parce qu'ils vont aller sur le marché du travail. Il faut qu'ils soient extrêmement performants. Ils vont aller se confronter avec des étudiants venus de tous les pays. Aujourd'hui, on va vers la disparition des barrières, c'est la mobilité. Ils vont être confrontés dans des concours internationaux, dans les emplois internationaux, à des étudiants formés à l'extérieur. Il faut que, à l'issue de ces concours, la Guinée soit fière de ce qu'elle produit comme résultat. Contrairement à à l'opinion très répandue, enfin, qui est de moins en moins répandue, heureusement, la Guinée a toujours un système éducatif extrêmement performant. Extrêmement performant. C'est progressivement
pour toutes sortes de raisons qu'il conviendrait d'analyser d'ailleurs, que nous avons perdu ce genre de performance, cet objectif d'excellence. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu tous ces performances? C'est tout un système qui a été démantelé. C'était tout un système qui a été démantelé. Je viens de terminer un article qui examine un peu l'évolution générale des réformes de l'éducation en matière d'enseignement depuis notre accession à l'indépendance. À notre accession à l'indépendance, on a été, dès les premières années, extrêmement performant dans l'enseignement des sciences. Maths, physique, chimie, biologie, géologie, on était extrêmement performant. La preuve, c'est que quand un étudiant, pour une raison ou une autre, quittait la Guinée et allait à Dakar ou à Côte d'Ivoire, parce que c'était les deux pays où on avait plus tendance à aller, il se retrouvait à la tête, dans les éléments de tête, dans ces disciplines-là. Et la plupart des professeurs de sciences au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sont des professeurs, des diplômés du système éducatif guinéen. Après, il y a eu toute une série de réformes. Je ne dis pas que ça a été de la malveillance, mais le résultat est là, c'est que ça a été de moins en moins performant. Et aujourd'hui, les autorités prennent des dispositions, j'espère qu'ils vont réussir, pour remonter la pente, aussi bien en expression écrite, en expression orale, dans l'enseignement des sciences. Ça doit toucher d'abord depuis la base, depuis l'éducation de la petite enfance. C'est depuis là-bas qu'il faut reprendre les chantiers de la performance qui nous permettent de passer à un palier. C'est comme ça qu'un pays progresse. Il ne faut pas voir les difficultés que les mesures créent. Il faut voir d'abord la qualité de l'objectif et l'effort que chacun doit faire pour atteindre cet objectif-là. Cet effort-là, bien sûr, les observateurs pensent qu'il faut accuser soit les parents ou les enseignants. Est-ce qu'on peut accuser les parents pour le suivi? Pourquoi on cherche des coupables? Pourquoi on cherche des coupables? Pourquoi on ne fait pas une analyse systémique, une analyse structurelle qui, au lieu de chercher c'est la faute à qui, voit plutôt le dispositif, les écarts, les faiblesses qui ne relèvent pas nécessairement de la volonté de l'un ou de l'autre, mais de la façon dont les éléments de performance sont organisés, pour dire, ah, voilà les faiblesses du système. Voilà les faiblesses du système. C'est pas, voilà les faiblesses de tel ou de tel ou de tel ou de tel. Si on fait cette analyse systémique et qu'on voit les éléments du système et qu'on voit comment les éléments du système sont articulés les uns aux autres, alors on va peut-être mettre le doigt sur des faiblesses systémiques qui expliquent les faiblesses des acteurs. Les parents, c'est des familles. D'abord, ils ne sont pas homogènes. Il y a des parents absolument analphabètes. Il y a des parents qui ont de hauts niveaux d'éducation. Il y a des parents qui sont pourvus en ressources financières. Il y a des parents qui triment au jour le jour pour avoir leur pitance. Il y a des parents qui sont dans un environnement lettré. Il y a des parents qui, même la télévision, ils ne l'ont pas. Alors, comment on peut accuser ces parents? Et on leur dit qu'il faut payer. L'éducation n'est plus gratuite. L'éducation, d'une façon indirecte ou d'une façon plus ou moins cachée, aujourd'hui, ça se paye. Il y a les préjugés. Quand vous prenez dans certains milieux
l'éducation de la jeune fille. Elle part déjà avec tellement de handicap par rapport à son frère garçon que l'échec la guette à la fin du primaire ou secondaire. Donc c'est pas la faute aux parents, c'est pas le coupable. C'est que vous devez analyser cela comme un élément du système pour dire comment, par quel type de mesure, par quel type de politique, je veux faire en sorte que les capacités des parents d'élèves à encadrer leurs enfants, et depuis la petite enfance, depuis même le nourrisson, jusqu'à ce que d'autres structures éducatives le prennent plus en charge, comment je vais les doter de cela? C'est très compliqué. Je n'ai pas de solution pour moi. Mais je vous dis, voilà la façon dont je pose le problème. Des parents résidant dans mon petit village à Téluel ne sont pas dans les mêmes capacités que moi et mes enfants du voisinage.